Mais je pense que ça va. Je me présente Daniel Letendre, encore pour quelques heures, coordonnateur scientifique du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Je serai remplacé dès lundi par Jean-Benoît Cormier-Landry qui est présent aussi et qui donc prendra la relève à la coordination scientifique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Bertoldi pour un séminaire midi. Vous savez, cette activité où on demande à nos membres réguliers, postdocs, étudiants de présenter des projets en démarrage ou qui viennent tout juste d'être financés. Comme à l'habitude, la séance est enregistrée là, pour être déposée dans notre médiathèque, donc elle pourra être consultée là, par la suite si vous souhaitez la réécouter pour avoir des précisions ou rattraper un bout que vous auriez mal saisi. Donc, puisque c'est enregistré, évidemment, libre à vous de laisser votre caméra ouverte ou pas. De toute façon, Nicolas partagera peut-être son écran pour faire la présentation. Donc, voilà. Je le présente tout de suite. Donc, Nicolas Bertoldi, qui est un ancien élève de l'Université de Bologne et de l'École normale supérieure de Paris, qui est maintenant avec nous au CIRST pour un stage postdoctoral sous la supervision de Christophe Malater à la Chaire de recherche du Canada sur la philosophie des sciences de la vie. Les recherches de Nicolas pour son postdoctorat, dans le fond, emploient les méthodes computationnelles pour analyser les archives de la revue Biometrica. Et c'est ce projet-là qu'il va nous présenter aujourd'hui. Je vous redonne le titre de sa présentation. Qu'est-ce qu'était la biométrie? De l'archive de Biometrica à une carte conceptuelle de la biométrie en tant que théorie scientifique. Donc, Nicolas va prendre la parole pour une trentaine de minutes environ. Là. En tout cas, on est lousse sur le temps quand même. Suivra après une période de questions, de commentaires, de discussions. Là. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Sinon, vous connaissez les boutons pour lever la main et prendre la parole. Donc, je laisse Nicolas nous faire sa présentation et on se retrouve un petit peu plus tard pour la plénière. Merci à Daniel et merci à vous toutes et tous. Comme Daniel l'a anticipé, mon projet de recherche vise à utiliser des méthodes d'analyse computationnelle de l'archive numérique d'une revue, la revue Biometrica, afin de répondre à une question d'histoire et de philosophie des sciences, à savoir la question de définir ce qu'était la biométrie en tant que théorie biologique. Donc, dans ma présentation, dans un premier moment, je vous parlerai des prémices de mon projet de recherche, donc les questions historiographiques et philosophiques que pose la controverse entre les mendéliens et les biométriciens. Ensuite, j'analyserai les raisons, la question d'identifier les raisons qui ont amené à une telle controverse. Et dernièrement, j'ai essayé de vous donner un aperçu de la manière dont je vais essayer de me servir justement de mes analyses du corpus constitué par l'archive des Biometrica afin de jeter un nouveau jour sur toutes ces questions historiques et philosophiques. Donc, d'après ce que nous pourrions qualifier de conception classique de l'histoire de la génétique et de la biologie évolutive entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, la redécouverte des travaux de Mendel autour de 1902 raviva les conflits déjà en cours entre deux visions de l'évolution. La première était une conception darwinienne de l'évolution comme processus d'accumulation continue de petites différences individuelles sous l'action de la sélection naturelle. L'autre était une vision de l'évolution comme phénomène essentiellement discontinu, dirigé par l'émergence de mutations
entraînant des variations de grande ampleur dans les caractères des organismes. En Grande-Bretagne, ces conflits s'est manifesté de manière particulièrement polarisée sous la forme d'une controverse entre des généticiens expérimentaux tels que William Bateson et un groupe plus hétéroclite de scientifiques comme Carl Pearson et Raphaël Weldon. Ces derniers s'étaient notamment réunis autour d'une nouvelle discipline émergente, la biométrie, que Francis Galton, l'un de ses pionniers, avait défini comme consistant à appliquer à la biologie les méthodes des statistiques modernes. Donc, les généticiens qui constituaient les premiers groupes dont je viens de parler maintenaient que les modèles mendéliens des mécanismes de transmission des caractères héréditaires permettaient de se servir des résultats obtenus à partir d'expériences d'hybridation des variétés proches afin de conforter l'hypothèse des variations discontinues, telles que les appelait Bateson lui-même, comme source du changement évolutif. Au contraire, les scientifiques constituaient l'autre groupe, c'est-à-dire les groupes des biométriciens, et tout particulièrement Carl Pearson, insistaient sur le fait qu'une analyse purement mathématique et dépourvue de tout présupposé physiologique sur les fonctionnements des mécanismes héréditaires et menée au moyen des concepts statistiques tels que ceux des variations, régression et pamixie, offrait des puissants arguments en faveur d'une vision darwinienne de l'évolution comme processus de modification graduelle et continue des caractères organiques. C'est ainsi que, dans les contextes historiques de l'Angleterre des fins du 19e siècle et début 20e siècle, l'opposition entre une conception darwinienne et une conception mutationniste de l'évolution finit par prendre les traits de ce qu'on désigne communément comme les conflits entre les mendéliens et les biométriciens. Or, toujours d'après la conception classique que je mentionnais auparavant, ces conflits auraient retardé la synthèse entre le principe de Mendel et la théorie darwinienne de l'évolution, reformulée, disons, d'un point de vue statistique, qui a constitué les fondements d'une troisième discipline. Donc, cette synthèse a constitué les fondements d'une troisième discipline, c'est-à-dire la génétique théorique des populations. Et plus généralement, elle a constitué également les fondements de la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire du cadre conceptuel qui régit la biologie évolutive, au moins depuis les années 1950. Par conséquent, cette vision historiographique dont je viens de parler soulève la question suivante. Comment expliquer les raisons d'un tel conflit et donc comment expliquer les raisons qui ont fait en sorte que la synthèse entre les principes de Mendel et la théorie darwinienne de l'évolution serait résolue en 1918 lorsque Ronald Fisher au sujet de l'estimation des corrélations entre les traits d'organismes apparentés sur la base de l'hypothèse d'un système d'hérédité mendélien. Plus précisément, Fisher parvint à montrer en quoi il était possible de rendre compte de la fraction de la variance entre les membres d'une même fratrie que les modèles biométriques n'étaient pas à même d'expliquer par la corrélation des traits de ces mêmes frères ou sœurs avec ceux de leurs ancêtres, sans pour autant attribuer cette même fraction de la variance fraternelle entièrement à des effets environnementaux, c'est-à-dire à des causes non génétiques. Comme les rappellent Brian Charlesworth et Anthony Edwards, dans un article paru à l'occasion du centenaire de l'article de Fisher,
La preuve de Fischer reposait sur 3 principes fondamentaux. Premièrement, l'on suppose que les traits étudiés sont influencés par plusieurs gènes différents dont les effets peuvent se combiner de manière additive. Deuxièmement, il en découle que si les effets individuels des gènes en question sont suffisamment faibles par rapport au niveau global des variabilités des traits considérés, et si le nombre de ces mêmes gènes est suffisamment important, l'action additive de plusieurs facteurs héréditaires discrets finira par produire une gamme continue des variabilités phénotypiques. C'est ainsi que, troisièmement, contrairement à ce qui est prévu sous l'hypothèse d'un système héréditaire par mélange, la variabilité de la dernière génération après un croisement entre deux stocks sera légèrement supérieure à celle de la deuxième génération. Nous pouvons donc constater que les résultats obtenus par Fischer consistaient à mobiliser ce que Charlesworth et Edwards qualifient de théorie des facteurs multiples de l'hérédité des caractères quantitatifs pour établir, d'une part, la compatibilité des modèles biométriques avec les données empiriques et, d'autre part, la compatibilité de ces mêmes modèles avec l'hypothèse d'un système d'hérédité mendélienne. C'est précisément dans cette double preuve de cohérence qu'a donc consisté la solution apportée par Fischer à la controverse entre les mendéliens et les biométriciens. L'interprétation des modèles biométriques qui sous-tendaient une telle solution avait néanmoins déjà été suggérée par Mendel lui-même, ainsi que par les biométriciens G. Udny-Hule ou par Pearson aussi, dans des travaux publiés au cours de la période 1904-1909. Il s'ensuit que, dans une telle perspective, les conflits entre les mendéliens et les biométriciens représentent, pour reprendre les mots de David Hull, un embarras inexplicable. Néanmoins, dans quelle mesure un tel jugement est-il vraiment pertinent? La thèse que je défends est que cette conception classique de la controverse entre les mendéliens et les biométriciens nécessite d'être évaluée de manière critique, car elle risque de tomber dans les travers de ce que l'historien britannique Herbert Butterfield a qualifié de interprétation Whig de l'histoire, en référence au parti historique de la bourgeoisie anglaise. Par ces termes, Butterfield entendait critiquer les historiens du régime constitutionnel britannique qui avaient conçu les développements de ces derniers comme ayant été caractérisés par l'expansion progressive des droits des sujets aux dépens de ceux de la monarchie, du fait d'une lutte incessante menée par des libéraux foncièrement progressistes contre des conservateurs foncièrement étriqués. Dans les domaines de l'histoire des sciences, l'appellatif interprétation Whig est synonyme d'une histoire des sciences qui s'approche d'une vision téléologique des idées et des pratiques scientifiques, orientée par l'état actuel des connaissances dans tel ou tel domaine. Dans les cas particuliers de la controverse entre les mendéliens et les biométriciens, éviter une interprétation Whig de cette étape de l'histoire de la génétique et de la biologie évolutive, qui consisterait à jauger cette même étape à la lumière de la solution apportée par Fischer en 1918, signifie prendre en considération la multiplicité des facteurs explicatifs qui ont été mis en évidence par les débats historiographiques à ce sujet. Nous pouvons en effet constater qu'un tel débat constitue un véritable millefeuille explicatif, car différents historiens et philosophes ont souligné la pertinence des facteurs explicatifs distincts, qu'ils soient sociologiques, philosophiques au sens large, épistémologiques ou méthodologiques. Pour ne faire que quelques exemples, B.J. Norton a par exemple insisté sur l'incompatibilité entre les vues positivistes profondément ancrées de Pearson et les concepts même des gènes en tant qu'entité théorique. Du point de vue de l'école d'Édimbourg, en sociologie des sciences,
McKenzie et Barnes ont soutenu que les deux camps engagés dans la controverse adhéraient à des conditions d'incohérence foncièrement contradictoires, c'est-à-dire, d'une part, l'hypothèse que l'évolution serait un processus graduel et, d'autre part, l'hypothèse que l'évolution serait un processus essentiellement discontinu. Selon McKenzie et Barnes, ces conditions étaient indéniablement liées aux différences d'origine et des milieux sociaux et à la manière dont les groupes dont se composait la société de l'Angleterre victorienne évaluaient diversement leurs droits et leur position sociale. De son côté, Margaret Morrison a affirmé que la principale raison qui avait empêché les Mendéliens et les biométriciens de trouver une sorte de compromis avant 1918 était une raison d'ordre méthodologique. À son avis, la controverse entre ces deux traditions scientifiques n'était donc pas seulement un débat empirique sur la nature de l'hérédité, c'est-à-dire sur la question de savoir si elle était particulière ou par mélange, mais aussi, et plus fondamentalement, un débat méthodologique, c'est-à-dire un débat qui portait sur la question de savoir si les méthodes biométriques étaient pertinentes pour la biologie et si les résultats que ces mêmes méthodes produisaient étaient compatibles avec le mendélisme. Selon Morrison, il serait donc nécessaire d'interpréter les critiques des biométriciens à l'égard des thèses mendéliennes comportant non pas sur les contenus empiriques de ces dernières, mais sur leurs principes méthodologiques. Il en découle donc que la spécificité d'interprétation de Morrison réside dans le fait qu'elle permet d'identifier les facteurs proprement méthodologiques qui ont contribué à animer la controverse entre les mendéliens et les biométriciens, tout en reconnaissant la pertinence des influences sociales et des croyances philosophiques. Cependant, la réponse qu'elle a pu apporter à la question de savoir pourquoi la controverse entre les mendéliens et les biométriciens avait eu lieu laisse ouvert les problèmes de formuler un cadre interprétatif plus général capable d'élucider la signification des différents facteurs que nous avons mentionnés plus haut, que j'ai mentionnés plus haut, dans les contextes du tissu de relations complexes dans lesquels ces mêmes facteurs explicatifs étaient mêlés. Comment s'y prendre donc pour identifier ces relations complexes? Donc, les projets de recherche que je suis en train de développer consistent à répondre à une telle question par une double approche. Premièrement, ces projets visent à fournir une définition de la biométrie comme théorie scientifique basée sur une conception pragmatique des théories scientifiques qui s'inspire de celle développée par James Grishamer dans sa reconstruction de la structure des théories biologiques telles que le mendélisme, le weissmannisme et le darwinisme. Plus précisément, la définition que je suis en train de développer comporte deux composantes principales. D'une part, l'identification du domaine empirique de la biométrie, c'est-à-dire de la classe des systèmes d'objets que les biométriciens entendaient étudier. D'autre part, l'identification d'un domaine conceptuel structuré constitué par les disciplines, les procédés, les problèmes et les techniques qui ont caractérisé la biométrie en tant que théorie scientifique. Afin d'identifier et de distinguer ces deux domaines, mon projet vise donc à tracer une carte conceptuelle de la biométrie, c'est-à-dire une représentation schématique de la structure conceptuelle de cette théorie et des relations qui existent entre une telle structure et les domaines empiriques associés. À cette fin, je suis en train d'adopter une approche empirique et bottom-up qui consiste à analyser les corpus numériques de la revue Biometrica, fondée en 1901 pour promouvoir l'étude justement de la biométrie. Mon analyse se concentre notamment sur la période allant de 1901 à 1936, qui a coïncidé avec la direction éditoriale de Karl Pearson, l'une des figures clés de l'histoire de la biométrie.
Cette période pourrait en effet nous offrir une fenêtre sur le développement de la biométrie en tant que théorie biologique, parce que Pearson a contribué à promouvoir l'unité et la cohérence de la biométrie et à alimenter la controverse entre les biométriciens et les mendéliens par ce même biais. Par conséquent, je cherche à comprendre dans quelle mesure la comparaison de cette tranche particulière du corpus de Biometrica avec tous les autres articles qui ont été publiés dans cette revue, de 1936 à ce jour, permet d'identifier un ensemble d'éléments que nous pourrions considérer comme constitutifs du domaine empirique ou du domaine conceptuel de la biométrie. Ces choix se justifient par l'effet que les caractères, la nature de la revue Biometrica a sensiblement changé à la fin des années 1930 et plus précisément après la mort de Pearson et donc la fin de sa direction. À partir dans cette période ultérieure, donc successive à la mort de Pearson, l'accent mis à l'origine sur les problèmes liés à l'étude quantitative de la génétique et de l'évolution s'est déplacé dans les articles publiés dans Biometrica vers des sujets plus techniques relevant du domaine de la statistique, tels que par exemple la théorie de la conception d'expérience ou l'analyse des valeurs aberrantes. Mon analyse, donc, vise à dégager une lecture distante de Biometrica et par lecture distante, j'entends ce que Franco Moretti a caractérisé comme une approche visant à analyser un corpus donné en s'intéressant non pas aux documents qui constituent les corpus en tant que tels, mais aux constructions statistiques qui peuvent être réalisées à partir de ces mêmes documents sous la forme de graphiques, de cartes et d'arbres. Pour ce faire, je compte m'appuyer sur des algorithmes de topic modeling et afin d'évaluer la présence et la persistance de divers sujets, à la fois dans les corpus que je suis en train d'analyser dans son ensemble et dans des tranches particulières de ce même corpus, comme par exemple la tranche 1901-1936. Donc, ce faisant, je vise à créer un modèle de carte conceptuelle, tel que je définis tout à l'heure, à la fois au niveau diachronique et au niveau synchronique, afin de pouvoir ensuite valider ces modèles par une lecture proche, par une analyse plus pointue de différents articles identifiés à partir de cette analyse plus générale. Et donc, pour vous donner un peu une idée de mon travail, je vous montre une analyse exploratoire que j'ai pu mener visant à répondre à la question de savoir si il y a vraiment, si l'on peut justement remarquer un changement d'orientation de la revue après 1936. Donc, pour ce faire, j'ai analysé, j'ai choisi donc j'ai identifié ce que j'appellerais les contributeurs assidus à la revue, donc les auteurs qui ont publié qui ont publié au moins 7 articles dans la période 1901-1936. Donc, il s'agit d'articles de recherche, donc non pas d'éditoriaux ou des corrections ou des revues d'ouvrages. Et donc, dans la tranche 1936, j'ai isolé 574, j'ai sélectionné 574 articles et donc, parmi ces articles, j'ai ensuite sélectionné ceux qui avaient été écrits par des auteurs
ayant publié au moins 7 articles dans la revue. Et comme nous pouvons les remarquer, nous pouvons observer une prédominance assez spectaculaire de Karl Pearson, qui donc non seulement était l'éditeur de la revue, mais qui a contribué activement et de manière disproportionnée à animer l'activité de recherche de Biometrica. Donc, si nous analysons aussi les disons, les sept auteurs que j'ai identifiés par un procédant de la sorte, nous pouvons remarquer que donc 5 sur 7 peuvent être considérés comme des biométriciens au sens propre du terme. Évidemment, Karl Pearson et Raphaël Weldon, ainsi que Egon Pearson, les fils de Karl Pearson, et J. Arthur Harris, qui était anthropologue et qui était botaniste et biométricien, et Geoffrey M. Morant, qui était anthropologue et biométricien. Les 2 autres auteurs sont Student, donc le pseudonyme de William Seeley Gossett, les célèbres les célèbres chargés du contrôle de la qualité des brasseries Guinness et statisticiens. Et John Wishart était lui aussi un statisticien, plutôt qu'un statisticien théorique, plutôt qu'un biométricien. Et donc, si nous analysons, j'ai donc utilisé les mêmes procédés pour analyser une autre tranche de 36 ans dans l'histoire de la revue, donc la tranche successive allant de 1937 à 1972. Et donc, dans cette tranche contient 1388 articles de recherche. Et donc, déjà, disons, en regardant ces premières graphiques, nous pouvons remarquer qu'il y a eu un changement dans la composition des auteurs les plus fréquents, parce que déjà, le nombre de ces auteurs a doublé, a doublé, et le seul auteur commun à ces 2 groupes est Egon Pearson. Et donc déjà, juste en jetant un coup d'œil à ces diagrammes circulaires, on peut remarquer que la distribution de différents des articles publiés par auteur est beaucoup plus équitable par rapport à la tranche précédente. En plus, si nous nous intéressons aux 7 premiers auteurs dans cette autre série, on peut remarquer que la proportion des biométriciens par rapport aux statisticiens et aux autres typologies de scientifiques est inversée, littéralement inversée, parce que le seul biométricien qui reste est Egon Pearson, alors que, puisque Maurice Kendall était un statisticien, Patrick Morin, lui aussi un statisticien et un généticien des populations. Cox, Bartlett et Herman Hartley étaient aussi des statisticiens, alors que J.B.S. Haldane était un généticien des populations. Ensuite, j'ai essayé de faire une analyse lexicométrique, une analyse exploratoire lexicométrique,
Et j'ai donc lemmatisé les corpus de Biometrica en ce qui concerne ces deux tranches, 1901, 1936, 1937, 1972. Et j'ai essayé de filtrer les lemmes que j'ai ainsi obtenus pour garder seulement les parts of speech qui pouvaient m'intéresser. Et j'ai aussi quantifié le nombre d'occurrences de ces mêmes lemmes dans les deux tranches du corpus. Et donc ici, vous pouvez voir les 100 mots les plus présentes dans la tranche 1900-1936. Donc, malheureusement, ces premières listes des mots montrent surtout qu'il y a un souci dans le filtre, dans mon filtre, parce qu'il y a beaucoup de mots que j'ai considéré comme étant des faux positifs. Et cependant, si on s'intéresse disons, aux mots significatifs, on peut identifier les mots population, les mots fils et les mots coefficients. Donc, des mots qu'on pourrait associer à la biométrie en tant que justement application de méthodes statistiques à l'étude de la biologie sur la base de l'approche de Galton qui justement était axé sur l'identification des coefficients des corrélations entre les traits de différentes populations, différents groupes d'organismes et d'individus apparentés. Et donc, voici un diagramme circulaire de ces mots. Donc, j'ai fait la même analyse, j'ai mené la même analyse sur l'autre tranche, la tranche 1936-1972, qui est un peu plus, qui nous donne un peu plus d'informations. Donc, par exemple, si l'on considère les 20 mots les plus présents dans cette autre tranche du corpus, on peut déjà rapidement se rendre compte du fait qu'il n'y a pas de terme que l'on peut associer de manière directe, intuitive au domaine de la biologie, alors qu'il y a des termes, comme par exemple les termes test, groupe, fonction, qui évoquent le champ lexical de la statistique, des statistiques théoriques. Donc, cette analyse sommaire à la fois des mots et des auteurs dans ces deux tranches me permet de disons, comment dire, d'être optimiste quant à la possibilité d'identifier dans les corpus, en suivant l'approche que j'entends utiliser, d'identifier donc ces changements dans l'orientation de Biometrica qui a déjà été mise en évidence disons par la littérature historiographique que j'ai pu consulter. Donc, en conclusion, je tenais à remercier Christophe Malater qui encadre mon stage ici à l'UQAM et au CIRST. Mon ancien directeur de thèse à l'ISPST à l'Université Paris 1, Philippe Hunman, ainsi que le professeur Charles Pence et le postdoctorant Luca Rivelli qui sont à l'Université catholique de Louvain et qui collaborent avec moi et avec Christophe Malater sur ces projets d'analyse du corpus de Biometrica. Et je voulais aussi remercier d'autres doctorants et postdocs comme Francis Laro, Martin Léonard et David Pulizzotto qui m'ont aidé dans cette première phase de mes recherches. Et je voulais aussi remercier vous toutes et vous tous pour les temps que vous m'avez accordé. Merci, Nicolas, pour la présentation. Je donne tout de suite la parole à la salle. J'ai vu la main de
Christophe qui s'est levé. Ah non, Qui a ouais, disparu tu parce que tapais des mains. je voulais Ah, ok. applaudir en fait et je me suis trompé de bouton. Ah, mais là, tu n'as pas le choix de prendre la parole. Tu as levé la main. Donc je pourrais prendre la parole. Non, non, on est en discussion très très régulière avec Nicolas. Je ne vais pas au contraire mobiliser l'audience. Je laisse tout le monde une chance. Je laisse une chance à tout le monde de poser d'abord une question et puis j'en poserai ensuite. D'accord. Alors François, vas-y. Merci Nicolas. Merci Christophe de laisser le tour à d'autres. Bon, j'ai plein de questions au niveau technique, mais j'aimerais mieux comprendre là, comment tu souhaites faire le lien. Donc, il y a un débat d'interprétation très fin, je dirais, sur ce que tu nous racontais en ce que j'appellerais ta première partie de présentation, là, entre excusez-moi, sur la controverse entre mendélien et biométricien, donc 3 explications potentielles. Et là, tu nous dis que ton stage et les méthodes que tu vas déployer veulent faire une contribution, tu veux faire une contribution à ce débat, mais je ne voyais pas vraiment là, comment les méthodes, il fait un saut assez important, disons, entre la métaux puis ce qu'on peut s'attendre que ta métaux va te donner et ce débat et l'enjeu là, de comment expliquer la controverse. Donc, j'aimerais juste que tu m'expliques un peu mieux. Est-ce que tu crois vraiment que ça va marcher puis comment que ça peut fonctionner là? Oui, je vous remercie de cette question. Donc, en effet, il y a une relation il y a une relation en 3 termes entre la question historique qui m'intéresse et la méthodologie que je suis en train d'utiliser. Donc, premièrement, il y a justement les débats historiques et historiographiques sur la question de la controverse, sur l'interprétation de la controverse entre les biométriciens, les mendéliens et les raisons de cette controverse. Et donc, mon approche, mon approche repose sur le présupposé que pour répondre aux questions que soulèvent ces débats historiographiques, il est nécessaire d'adopter une certaine position, entre guillemets, philosophique, épistémologique, donc une certaine conception de ce qu'est une théorie que l'on pourrait appliquer à la biométrie, en essayant justement de définir ce qu'était la biométrie pour mieux comprendre en quoi elle s'opposait au mandélisme et aussi les raisons internes qui ont fait en sorte que la synthèse a été retardée. Et donc, cette cette conception de ce qu'est une théorie scientifique dont j'ai rapidement parlé dans ma présentation est une conception que l'on pourrait qualifier, que James Grishamer, duquel je m'inspire, qualifie de pragmatique par opposition aux 2 grandes conceptions traditionnelles de ce que sont les théories scientifiques, donc la conception syntaxique et la conception sémantique. Et donc, cette conception pragmatique, disons, insiste moins sur les éléments formels des structures des théories scientifiques pour se concentrer justement sur la manière dont les scientifiques présentent leurs théories en articulant d'une part des domaines empiriques, donc des domaines d'objets, et d'autre part des domaines conceptuels. Et donc, définir ce qu'est une théorie à partir d'une telle conception signifie essayer de tracer une carte conceptuelle, donc identifier un domaine de concept, essentiellement, lié dans un cadre unitaire qui est mise en relation avec un ensemble bien identifié d'objets de recherche. Et donc, les algorithmes des topic modeling pourraient, disons, j'ai essayé d'adopter les topic modeling comme approche d'analyse au corpus de Biometrica pour justement essayer de dégager des thématiques
à partir du corpus de la revue et pour essayer de voir si ces thématiques peuvent être articulées sous la forme des concepts ou de descriptions d'objets. Et donc, mon ambition est justement avant tout de mener cette analyse des topics sur les corpus et après de articuler les résultats de ces analyses à l'aune de cette conception pragmatique de ce que de ce qu'est une théorie, donc de la définition d'une théorie scientifique. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que tu veux réagir, François? Ben, donnons 15 secondes, voir si quelqu'un veut réagir, puis ensuite, je pourrais revenir plus tard. Okay. Serge? Oui, merci Nicolas pour ta présentation, la conférence qui a été très intéressante. En fait, durant la présentation, j'étais un peu confus, quoi. Et alors, j'ai cru avoir entendu, n'est-ce pas, que ta définition de la biométrie, comme quoi la biométrie serait l'application, n'est-ce pas, des statistiques à la biologie. Alors là, je me demande bien si quelle différence est-ce que tu fais, n'est-ce pas, de la biométrie de la biostatistique? Parce que là, ça crée un peu de confusion dans ma tête. J'entends souvent parler de biométrie, j'entends souvent parler de biostatistique. La définition que tu as donnée, c'est la définition que j'entends souvent de la biostatistique. Alors, je ne sais pas si, à ton niveau, n'est-ce pas, il y a une différence qui peut être faite. Là, c'est la première question. Et la seconde question, c'est concernant le titre de la conférence. Si je me rappelle bien, il s'agissait, n'est-ce pas, de présenter la biométrie comme théorie scientifique. Alors, je me demande bien comment est-ce que, si, n'est-ce pas, la présentation, en fait, ne présentait pas la biométrie comme plutôt pratique scientifique. Alors, donc, il y a ces précisions-là, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour me permettre de mieux me situer dans la présentation que j'ai bien compris tout à l'heure. Donc, voilà mes deux préoccupations, quoi. Merci, je vous remercie de vos questions. Oui, en effet, donc la définition de la biométrie en tant qu'application à la biologie de statistiques entre guillemets modernes n'est pas ma définition, mais c'est la définition qu'en donnait Francis Galton, donc Jean Darwin et père des statistiques, père de beaucoup de concepts statistiques qui sont toujours utilisés dans différents domaines, donc dans la biostatistique, mais aussi dans l'économétrie, etc., etc. Et donc, cette définition est historiquement située parce que justement, les statistiques modernes dont parlait Galton étaient les statistiques de la fin du 19e siècle et début du 20e. Depuis, les statistiques en tant que branche de mathématiques ont évolué, ont changé et ont abandonné, disons, les cadres conceptuels originaires de Galton pour s'y raffiner. Et donc, la différence entre biométrie et biostatistique, si vous voulez, est double. Parce que d'une part, donc, la biométrie était liée à un formalisme, disons, un appareil mathématique particulier qui était celui des statistiques de cette époque-là. Et d'autre part, la biométrie s'intéressait à des problèmes biologiques très particuliers qui étaient justement des problèmes qui s'est posé à cette époque-là et qui était étroitement lié à la controverse entre les biométriciens et les mendéliens. Donc, si vous voulez, le terme biostatistique renvoie n'est pas vraiment comparable au terme, à la signification du terme biométrie parce que se situe à une autre échelle historique et aussi à une échelle, disons, conceptuelle et problématique beaucoup plus vaste. Et pour l'autre question, oui, c'est vrai que je n'ai pas fourni ma propre définition de
enfin, la définition que j'espère dégager de ce que la biométrie, parce que justement, ce sera la fin de mon projet. Et j'ai surtout essayé de montrer les présupposés, disons, épistémologiques et méthodologiques que j'adopte pour justement arriver à, je suis en train d'adopter justement pour élaborer cette autre définition. Et j'espère d'avoir répondu à vos questions. Merci. Kevin. Oui, merci Nicolas pour la présentation. Je trouvais particulièrement drôle pendant la période historiale de Pearson, quand on voyait la proportion des articles par auteur, là, du moins, ça m'a bien fait sourire. C'est intéressant. Sauf que là, j'avais une question. C'est un projet vraiment intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Puis c'est un peu une question sur la suite, peut-être dans la même lignée que ce que François avait en tête. Mais si j'ai bien compris, là, si je ne suis pas trop à côté de la traque, là, toi, dans le fond, tu aimerais. Quand tu parlais des différents facteurs explicatifs pour la controverse, tu nommais par exemple Norton, McKenzie, Morrison qui identifiaient des facteurs particuliers. Toi, tu aimerais plutôt préparer, défendre une approche plus intégrée. Dans le fond, c'est comme un entrelacement de ces facteurs-là. Je me demandais, puis c'est un problème que je rencontre moi-même, donc c'est pour ça que je t'intéressais à avoir ta réponse. Je me demandais, tu sais, dans l'utilisation du texte, donc dans la revue Biometrica, dans le fond, ce qui se retrouve là-dedans, c'est pas trop clair à quoi ça représente, mais c'est comme une espèce d'aplanissement de toutes sortes de facteurs sociaux, rationnels, bref, c'est quand même assez difficile de désintriquer tout ce qui est pris là-dedans dans cette seule et même couche aplanie. Je me demandais, disons, pour la suite du projet, quand tu vas justement essayer de montrer, d'avoir ton modèle plus intégré avec différents facteurs qui jouent, comment tu penses ou est-ce que tu as des pistes de solutions pour aller essayer de sortir, ici on a un petit peu de facteur sociologique qui est là, ici c'est plutôt par rapport à des conditions, je ne sais pas comment mentionner ça là, pour Norton, c'était des problèmes d'incohérence entre les cadres. Bref, je t'intéressais à voir vers quoi tu t'enlignais vers ça ou si tu avais des pistes de solutions déjà. Merci pour cette question déjà. Donc, justement, l'approche, disons, pragmatique de la définition de ce qu'est une théorie scientifique dont je viens de parler permet justement de donner un peu plus de relief à cette, disons, c'est issu des facteurs qui se trouvent, justement, comme vous le disiez, aplanis dans les textes, lorsqu'on lit les textes. Et à partir de cela, déjà, les topic modeling permet, je compte utiliser les topic modeling pour donc accomplir cette première étape de mon analyse. Et après, à partir de cela, il y a différentes méthodes d'analyse computationnelle qui pourraient servir de moyens pour démêler les différents facteurs. Et donc, par exemple, des analyses des réseaux de citation ou de réseaux de publication et de co-publication pour les facteurs, pour la dimension sociale, d'interaction sociale. Après, pour les questions méthodologiques et philosophiques, c'est plus compliqué parce qu'il y a une différence qualitative à faire. Qu'est-ce qui relève plutôt d'un problème méthodologique? Qu'est-ce qui relève d'un problème philosophique, épistémologique plus général? Donc, sur cet autre aspect, je suis encore en train de réfléchir. Et toute suggestion, toute idée, tout conseil est bien évidemment bienvenu. Merci. Merci. François, est-ce que c'était une erreur? C'était une main à demi levée. Ce serait mon deuxième tour de parole. C'est bon. Si quelqu'un d'autre veut prendre les devants. Merci Nicolas pour tes réponses. Une chose que j'aime faire, moi, c'est toujours de penser quels pourraient être les autres métaux complètement différentes, quoi, parce qu'un enjeu avec ce qu'on fait, parce que moi aussi, j'aime bien utiliser des méthodes computationnelles, c'est qu'on a tendance à prendre le marteau et taper sur tout, même si ça ne ressemble pas à des clous. Donc, d'un côté, quand tu me dis, j'aime bien l'idée de la théorie, donc la vision pragmatique de la théorie, moi, de façon intuitive, si tu me disais c'est ça que je veux reconstruire, je veux reconstruire la théorie, la biométrie
son domaine empirique et conceptuel, oui, tu pourrais prendre quelque chose comme la revue Biometrica, puis faire ton analyse topique, ainsi de suite. Mais là, tu arrives avec le problème de Kevin que les gens vont dire, OK, c'est beaucoup, c'est Pearson publié là-dedans. Des fois, il devait parler de ce que tu appelles la théorie biométrique, mais il y a aussi d'autres trucs dans ta revue. Fait que c'est toi qui vas avoir une interprétation qui va forcer. Ah, ben, vous voyez, ce topic-là, finalement, ça, c'est pas de la biométrie, ça, c'est le reste, ainsi de suite. Donc, tandis qu'une autre méthode complètement différente, ce serait tout bêtement de dire, ben, quand les gens parlaient de biométrie, qu'est-ce qu'ils citaient? Il doit y avoir comme 3, 4, 5 œuvres, peut-être même qu'il y avait un textbook, un manuel de biométrie, j'en sais rien, et faire une lecture fine de ça et de représenter à partir de ces textes-là fondateurs ou ce qui est considéré comme les grandes réalisations de la biométrie, de reconstruire ton cadre théorique. Ça, c'est ce volet-là que je me demandais, c'est quoi vraiment l'avantage de faire de l'analyse topique pour cette reconstruction théorique? Puis ensuite, l'autre chose, c'était que je me disais, une autre méthode, c'est là plutôt dans la controverse. Parce que là, un enjeu que moi, il me semble, si vraiment ce que tu veux regarder, c'est la controverse, si tu regardes juste biométrie, ben, il te manque bien sûr les mendéliens. Donc, il faudrait au moins avoir une analyse comparative. Mais en plus, ces controverses-là, il y a beaucoup de choses qui jouent dans les non-publications. Puis là, j'imagine, ces auteurs-là, il y en a une quantité qu'on doit avoir des lettres, la correspondance, ainsi de suite. Donc, là, tout un travail qui est beaucoup plus un travail d'archives me semble éclairer, c'est probablement ce que les auteurs que tu cites ont déjà fait là, aussi, me semble éclairer la controverse. C'est plein d'autres méthodes que tu pourrais utiliser. Donc, j'aimerais t'entendre, savoir est-ce que tu mets tes billes dans le bon panier, étant donné tes questions de recherche. Je vous remercie de ces questions. Donc, en ce qui concerne la première question, le problème en ce qui concerne la biométrie, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de grands textes fondateurs. Plus précisément, il y a un texte fondateur qui est Natural Inheritance de Galton, mais qui est un texte fondateur aussi bien pour la biométrie que pour le mandélisme. Parce que justement, Bateson aussi, il s'est basé sur ce texte pour ses premières recherches. Et donc, l'un des enjeux de l'interprétation de la controverse consiste à identifier les raisons qui ont amené les biométriciens, les mendéliens, disons, pour simplifier, à diverger à partir de cette racine commune. Et l'autre problème, c'est que justement, la biométrie, c'est une discipline qui s'est construite sur la base d'une communauté et autour d'une revue, c'est-à-dire Biometrica. Et donc, Biometrica, c'est vraiment les locus qu'il faut analyser pour essayer de mieux comprendre ce qu'était la biométrie. En ce qui concerne l'autre question, la seconde question, je vous remercie parce que c'est vraiment l'un des enjeux aussi pour la suite à donner au projet que je suis en train de mener ici. Parce que justement, mon projet pourrait permettre de mieux éclairer ce qu'était la biométrie et donc d'identifier l'une des parties prenantes dans la controverse. Mais après, il y aurait d'autres travaux à faire dans la même veine sur justement les mandélismes, ce qu'était le mandélisme, mais aussi sur la question de la relation, de la place de Fischer dans cette controverse, donc du rapport de Fischer à la fois à la biométrie et au mandélisme. Et pour ce faire, par exemple, cela nécessiterait une analyse des archives de Fischer qui se trouvent à l'université d'Adélaïde et qui sont partiellement numérisées. Donc, l'analyse des archives de Fischer pourrait être une autre piste pour prolonger mes recherches. Donc, j'espère d'avoir répondu. Merci. On a une question qui est arrivée dans le chat de Jean-Noël Bérubé. Alors, je fais la lecture en espérant la faire correctement. Le mendélien utilise la méthode expérimentale pour l'observation du vivant, s'adaptant par essai et erreur pour identifier les changements biologiques, variations, variants, mutations et la plasticité du niveau d'adaptation, alors que le biométricien procède par un modèle de jumeaux mathématiques de la molécule ou du vivant
pour simuler les différentes probabilités adaptatives sur un angle de statistiques mathématiques ou plus simplement d'algorithmes d'adaptation par le vivant qui stocke l'information par un codeur, lecteur moléculaire qu'il est possible d'exprimer de manière mathématique et logique. Question. Est-ce que l'avantage principal de l'approche mathématique du biométricien serait finalement qu'il n'est plus nécessaire d'observer la nature et de conclure, mais qu'on peut parfaitement anticiper et susciter les changements que l'on veut opérer à l'évolution, comme les variants de la COVID-19? C'est une question très vaste. Donc, disons que l'avantage, l'avantage de l'approche mathématique des biométriciens était qu'il pouvait se passer, du moins en principe, de toute hypothèse particulière sur la nature de la physiologie de la réalité pour revenir à la controverse entre les biométriciens et les mendéliens, et donc disons, exploiter un appareil mathématique pour analyser des corrélations entre des relations quantitatives entre des traits phénotypiques, donc en estimant des coefficients de corrélation ou des valeurs des variances. Et les problèmes, c'est justement que cette approche, disons que essayer de gommer un peu la spécificité des explications biologiques et génétiques à la faveur de l'application de lois statistiques plus générales. Et donc, on pourrait justement montrer en quoi cette tension entre la particularité de la matière, de la matière biologique et, disons, la généralité des modèles statistiques qu'utilisaient les biométriciens a été l'un des facteurs qui a joué dans le prolongement de la controverse. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, il nous reste quelques minutes. Peut-être, Christophe, maintenant que tout le monde a parlé, tu veux prendre la parole à ton tour? Je peux dire deux mots du projet aussi. Oui. Ça en est encore assez balbutiement. Et puis donc là, l'idée, c'était déjà de commencer à regarder sur le corpus phare des biométriciens, puisque il n'y a effectivement pas de texte fondateur. Donc, s'il y a quelque chose à trouver, c'est forcément dans Biometrica que c'est. Maintenant, c'est vrai qu'il y a déjà eu énormément d'études très fines qui ont été faites sur certains des textes, et pas que dans Biometrica, mais de toute la littérature. Et c'est ce qui avait donné les travaux c'est ce qu'on retrouve dans les travaux de Norton, McKenzie, Barnes et Morrison. Donc là, l'idée, elle est un petit peu de prendre un autre angle d'étude pour essayer de voir si on arrive à illuminer un peu de manière différente la question. Alors, c'est tout à fait vrai, comme tu disais, François, que lorsqu'il y a une controverse, il faut qu'on ait le côté biométrica, et puis le côté des biométriciens, et puis le côté des mendéliens, quelque part. Donc, normalement, il faudrait qu'on ait cette classe de contraste-là. Et ça fait partie, effectivement, des questions qu'on a en tête. Là, Nicolas commence par quelque chose qui était déjà rien que de récupérer le premier corpus de Biometrica et de lancer un premier jeu d'analyse. Rien que sur ce corpus-là, la classe de contraste est en plus le Biometrica avant 36 et le Biometrica après, 36-72, au moment de la synthèse, et puis éventuellement le Biometrica très contemporain. Déjà là, on devrait avoir certains éléments de contraste, mais on n'aura pas l'élément de contraste le plus fondamental qui serait celui entre le Biometrica des années 1901 à 1936 et côté biométricien, et le penchant côté des mendéliens. Pour ça, il faudrait réunir un autre corpus, ce à quoi on est en train de songer. Et puis un troisième mode de contraste, ce serait les articles dont Nicolas a parlé, tous les articles de Fischer,
hein, qui vient lui aussi un petit peu comme un mauvais canard brouiller les cartes et en fait, quelque part, résoudre aussi la controverse. Donc c'est peut-être ouais, c'est peut-être plus pour montrer un petit peu où en est le projet actuellement par rapport à quelque chose de plus large et donc peut-être répondre aussi à la question que tu soulevais, François, qui est tout à fait pertinente. Et puis, c'est ce que tu disais, Kevin, savoir que c'est sûr, les analyses biométriques mélangent tout un petit peu, enfin, ça mélange tout. Et en même temps, les analyses portent sur le corpus plein texte, enfin, c'est un corpus plein texte, donc ça porte sur le contenu des publications. Arriver à lire des facteurs sociaux là-dedans, c'est beaucoup plus délicat. Par contre, on peut faire un certain nombre d'analyses, comme faire émerger des réseaux socio-sémantiques, par exemple, en plus de faire des analyses biométriques. Donc ça aussi, c'est sur la table pour essayer de compléter un petit peu les analyses, quoi. Voilà. Mais après, la question qu'on peut vraiment se poser, c'est qu'est-ce que ça va donner? Et c'est sûr que c'est une étude encore très exploratoire. On n'est pas sûr que ça donne des résultats hyper probants. On n'est pas sûr que le signal, si on trouve un signal des biométriciens, il soit suffisamment fort avec un topic modeling. Donc là aussi, il y a beaucoup de questions méthodologiques qui se posent, ne serait-ce que sur la taille du topic modeling, mais peut-être que si le signal n'est pas suffisamment fort, il faudra qu'on prenne d'autres approches, comme par exemple une approche beaucoup plus ciblée qui est d'essayer d'identifier des mots-clés et puis de regarder tout simplement des co-occurrences de termes avec des termes clés qui seraient vraiment représentatifs du champ, par exemple, quoi. Mais c'est encore exploratoire. Donc, on a hâte j'ai hâte de voir comment Nicolas arrive à avancer là-dedans et voir déjà les premiers résultats. Ne serait-ce que la grosse surprise pour moi, qui suis quand même assez externe vraiment par rapport à la problématique. Nicolas est un expert de ce domaine-là, il a fait sa thèse là-dessus. On travaille avec Charles Pence à Louvain aussi, qui est vraiment un expert du domaine. Pour moi, la grosse surprise, c'était de voir la proportion des textes de personnes dans Biometrica. C'est hallucinant. Enfin, je crois un nombre colossal dans la proportion des articles publiés. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, rien que ça nous donne déjà une idée qu'on a affaire à un corpus un peu particulier là aussi. Et je pense que rien que des analyses assez simples comme du topic modeling devraient déboucher sur des choses intéressantes. Mais je suis tout à fait d'accord, pas encore assez fin pour pouvoir répondre à la question d'origine. Comme tu disais, François, faudra d'autres choses en plus. Je peux te faire 2-3 commentaires sur technique, très, très technique. Ben, Première vas-y. chose, Nicolas, dans le monde de la science des données, on est snob à propos des pie charts. Donc, il ne faut pas que tu fasses de pie chart, même si tu trouves ça beau ou quelque chose comme ça. C'est comme interdit. OK? Donc, fais plus ça. Tout le monde dit que c'est pas bien et tout ça. Même si tu sais pas les arguments, si t'en fiches, faut pas que tu le fasses. C'est comme, les gens vont te regarder de haut. OK? Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est quel algo tu utilises là? Parce que clairement, l'algo que tu as utilisé, le nettoyage était affreux. Là. C'était juste incroyable. Donc, tu codes en quoi? En Python, en R, en quoi? Puis comme maintenant, avec les trucs de l'analyse morphosyntaxique, c'est incroyable, là, genre avec UDPipe ou des trucs comme ça. Tu roules ton truc, puis ça te nettoie, tu choisis tes verbes, tu choisis les noms. C'est assez impressionnant ce que ça fait. Là. Donc, en quelques petits apprentissages feront que la prochaine fois que tu nous présentes ça, il n'y aura plus de pie chart, puis on n'aura pas trouvé à travers tout ce bruit les termes pertinents. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, merci déjà pour le pie chart. J'utilise Python et j'utilisais Tritagger pour la lématisation. Et j'ai essayé d'utiliser des posts pour filtrer, mais et après pour compter les occurrences. Mais justement, j'ai visiblement mal géré la liste des posts que j'ai sélectionnés. Donc, c'est une première tentative. Il faudra que je raffine la liste. Merci. Il nous reste quelques minutes si jamais quelqu'un veut ajouter quelque chose. Ah, Kevin,
Une petite question de curiosité. Nicolas, il ressemble à quoi le texte de Biometrica que tu es capable d'aller chercher? Est-ce qu'il est très, très sale ou tu es capable d'aller chercher du texte quand même bien? Ben, du texte qui ressemble à du texte? Je peux montrer rapidement. Je cherche. Alors. Donc, ça, c'est un exemple. Donc déjà, disons, à l'œil nu, on peut remarquer qu'il y a quand même du bruit parce que il y a pas mal de formules mathématiques et des tables. Et donc, ça dépend de la nature de l'article. Les articles qui ont plus disons, qui sont dont les contenus de formules mathématiques est plus élevé sont plus sales de ceux qui sont un peu moins formels, disons. Une chance Voilà. que c'est des machines qui lisent ce genre de texte-là, parce que Ouais. ce ne serait pas très agréable. Une dernière intervention peut-être, si quelqu'un a quelque chose à dire? Non? Alors, il ne me reste plus qu'à remercier Nicolas pour la présentation. Vous tous, au masculin, parce qu'il n'y a que des hommes qui ont pris la parole, pour les questions. Et je vous invite au dernier séminaire midi avant les vacances qui aura lieu le 17 juin, donc sera fait par Manek Coladcar. Il s'intitule « Injustice numérique et patrimoine archéologique autochtone en Basse-Côte-Nord vers la création collaborative d'une éthique des nouvelles technologies ». Donc, 17 juin, midi 45. Allez vous inscrire à partir du site du CIRST. Et donc, voilà, c'est ce qui termine ce séminaire midi. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et à une prochaine dans un autre contexte.